Alors, j'ai intitulé ma communication de cet après-midi Dominique Oppiet et l'indépendance. Bon, c'est pas que je me mette en avant, hein, mais il est tout à fait normal que je parle d'indépendance puisque j'ai étudié ça durant mon parcours universitaire. Hein. D'abord en étudiant, en observant l'histoire et l'œuvre du père Francis Oppiet, hein, et quand j'ai rédigé ce master, puisque c'était un master que je faisais, ça se passait entre 2005 et 2007, et lorsque mon directeur de recherche, le professeur Sudel Fuma, a lu mon mémoire, hein, aussitôt il m'a dit, mais ce type-là, il était pour l'indépendance de l'Afrique, l'indépendance des pays africains et particulièrement du Bénin. Alors le père Oppiet ne se prononce pas, hein, le père Francis Oppiet, pour l'indépendance du Dahomey. Lui, il dit que à terme, ça deviendra obligatoirement une solution, mais qu'en attendant, eh bien, là, l'histoire est là, qui fait que la France et le Dahomey sont associés, hein, dans un destin commun et doivent profiter l'un de l'autre, hein, c'est-à-dire la France profite bien sûr des richesses du Bénin par les cultures tropicales, hein, les cultures de fruits, notamment ananas, etc. Et le Bénin profite, hein, du savoir-faire français, hein, de l'industrie française. Entre nous, c'était un marché de dupes quand même, puisque le Bénin n'a pas guère profité, hein, de l'industrie française, alors que la France a quand même beaucoup profité de ses colonies. Le Bénin est devenu indépendant. Donc le père Oppiet, même s'il ne voyait l'indépendance des colonies françaises qu'à terme, hein, il était quand même prémonitoire, il était en avance sur son temps. C'est ce que tout le monde dit, hein, le père Francis Oppiet. Le mot indépendance, qui était honni au moment où le père Oppiet aurait pu le prononcer, c'est-à-dire dans les années 30-40, hein, est devenu effectif dans les années 60, puisque la France a pratiquement donné l'indépendance à toutes ses colonies dans cette période-là, hein, y compris la plus importante des colonies françaises, c'est-à-dire l'Algérie, au bout de 8 années de guerre quand même, hein, et puis l'Indochine presque autant aussi. Voilà. Donc l'indépendance, c'est quelque chose dont on peut parler, puisque c'est historique pour la France. Et c'est à ce titre-là que je veux parler d'indépendance. Et puis, il y a une autre raison, c'est ce livre-là, qui est mon premier livre que j'ai écrit, hein, Entre créole et breton. Petit livre, hein, un peu autobiographique, un peu idéologique, un peu... Bon, j'avais envie de dire ce que je voulais dire sur ce que je ressentais, hein, vis-à-vis de la situation politique de la Bretagne et de la Réunion, hein, vis-à-vis de la France. Hein. Et dans ce livre-là, à la page 57, hein, je crois que c'est 57, ou bien je me suis trompé de page. Enfin, toujours est-il que je dis dans ce livre-là que mes enfants deviendront peut-être indépendantistes, hein, dans 20 ans. J'écris le livre il y a 25 ans. Hein, et donc, ils deviendront peut-être indépendantistes dans 20 ans si on ne redonne pas à mon pays, et je considère à l'époque la Bretagne comme mon pays natal, hein, c'est tout à fait normal, mon pays, hein, la Réunion étant mon pays d'adoption, ils deviendront indépendants si on ne redonne pas à mon pays, hein, ses droits, ses obligations, hein, et sa possibilité de choisir lui-même son destin. C'est bien ça l'indépendance. Hein. Et j'ajoutais, je le serai avec eux, hein, je le serai avec eux. Alors, est-ce que je le suis aujourd'hui? Ben, je ne vais pas répondre à la question. Parce que répondre à la question, c'est déjà prendre position. Et quand vous vous posez la question, suis-je indépendantiste ou je veux l'indépendance, eh bien vous affichez déjà, hein, comme un regret, c'est-à-dire un constat d'échec. Eh bien je ne considère pas que, je ne peux pas considérer que l'accès à l'indépendance, ce soit que le résultat d'un constat d'échec. La plupart du temps, l'accès à l'indépendance des pays n'est que
une évidence à un moment donné. Voilà. Alors rentrons dans le vif du sujet. Mais c'est quoi l'indépendance au fait, hein? Parce que voilà bien un concept que Paris a véritablement officialisé comme le pire ennemi de la République. C'est tellement vrai qu'il a inscrit à Paris, les législateurs parisiens, hein, et particulièrement ceux de 1790, hein, au moment de la constitution de la Première République, mais surtout ceux de la Troisième République, c'est-à-dire en 1871, eh bien, ils ont inscrit « La France est une république indivisible ». C'est un absolu absurde, puisque depuis cet absolu qu'on a inscrit, combien de fois la France a été divisée? Combien de fois il a fallu qu'elle accepte l'indépendance, c'est-à-dire de reconnaître qu'elle n'est pas une république indivisible? Voilà. Hein, on ne va pas les reciter, mais il a bien fallu que la France se défasse de territoires comme l'Indochine, le Maghreb, hein, surtout l'Algérie, l'Afrique noire, Madagascar, etc. Est-ce que je suis indépendantiste? Ben, pourquoi je le serais? Sur le plan purement légal, moi je suis d'abord pour le droit imprescriptible des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. C'est pas un droit qui peut être contesté, puisque le président Chirac lui-même le disait, hein, lors d'une visite à La Réunion, je ne sais plus à quelle occasion, je crois que c'était dans les années 90, hein, on lui posait la question, est-ce que vous êtes pour l'indépendance? Et il répondait, je suis pour le libre choix des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais la question, pour l'heure, ne se pose pas à La Réunion. Il avait raison. Il avait raison. Hein. Alors, mais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein, n'est pas forcément respecté par la France. Il faut bien noter ça. C'est qu'à chaque fois, il faut batailler. Il faut que les peuples en question se battent pour obtenir la reconnaissance par la France du droit imprescriptible, hein, des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, surtout, la France, c'est d'abord un pays économique, hein, peut-être plus que politique. C'est-à-dire que dès que ce droit, hein, des peuples à disposer d'eux-mêmes contrarie, hein, les avantages que la France tire de ce pays, ben bien entendu, hein, elle va automatiquement s'y opposer. Je voudrais faire remarquer quand même au passage que la France qui se gargarise, hein, d'être le pays des droits de l'homme, hein, elle oublie simplement que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une conséquence des droits de l'homme. C'est une conséquence des droits de l'homme. Parce que l'homme, ce n'est pas qu'un individu tout nu, hein, acculturé et complètement libre, c'est toujours quelqu'un qui dépend d'une société, qui a une histoire, hein, et qui appartient la plupart du temps à une communauté historique. Et ça, il faudra bien qu'un jour la France le reconnaisse. Voilà, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je sais qu'en France, on dit il n'y a qu'un peuple, le peuple français. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des peuples en France. Il y a toujours eu des peuples en France qui ont été reconnus comme peuples. Sous la monarchie, on reconnaissait qu'il existait des Bretons, des Basques, des Corses, des Flamands, pas des Alsaciens, non, puisqu'ils n'étaient pas encore français, etc. Hein. Donc, pour moi, il y a un peuple breton, comme il y a un peuple réunionnais, un peuple corse, un peuple basque, un peuple alsacien, un peuple martiniquais ou guadeloupéen, les Antillais, un peuple calédonien, un peuple polynésien. Mais, comme je l'ai dit, personnellement, je ne revendique pas l'indépendance de ces peuples. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à ces peuples. D'accord? Parce que si je le fais, pour moi, ça sera comme si je faisais un constat d'échec. C'est-à-dire que moi, revendiquant l'indépendance, je ne l'ai pas eue et c'est pour ça que je la revendique. Eh bien, c'est pas du tout comme ça que je conçois les choses. Je les conçois de façon, démocratique, c'est-à-dire ce n'est pas à moi tout seul de choisir, de faire le choix de la gestion d'un territoire ou d'une communauté, c'est à la communauté elle-même. Donc tout ce qu'on peut revendiquer, et c'est tout à fait légal, c'est
la libre expression de ces peuples, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination. Et ça, c'est inscrit dans la Constitution, normalement. Hein? Voilà. Alors, il y avait un ami de longue date qui habite à La Réunion, qui y est toujours, un breton, qui vivait d'ailleurs très pauvrement à La Réunion. Il était jésuite, c'était un curé. Et quand on parlait de cette possibilité d'indépendance, il me disait, lui il était indépendantiste, il le revendiquait, et il me disait, tu sais, l'indépendance c'est d'abord dans la tête. Ben, il n'avait pas tout à fait tort, parce que c'est vrai qu'on est indépendant à partir du moment où on choisit soi-même d'être indépendant, mais pas indépendant forcément au sens politique. Moi, j'ai choisi dans ma vie d'être indépendant en quittant l'administration pour m'installer comme agriculteur sur une petite exploitation à La Réunion. Voilà. C'est une forme d'indépendance. J'ai choisi de ne pas être vassal de l'État que je critique. Et je peux me permettre de le critiquer. On ne peut pas critiquer l'État, ouvertement en tout cas, si on est fonctionnaire. C'est difficile. C'est difficile. Bon, chacun fait comme il peut pour avoir le travail qu'il peut avoir. On est souvent fonctionnaire par accident plus que par choix. Mais à partir du moment, parce que j'ai moi-même été fonctionnaire pendant 4 ans, bon, c'est pas bien méchant, mais 4 ans, il a bien fallu que j'accepte. C'était au début de mon installation à La Réunion, de mon mariage. J'avais des projets, il fallait que je mette de l'argent de côté pour pouvoir acheter un morceau de terrain et pour m'installer comme agriculteur. Donc, j'ai été fonctionnaire, mais je ne le suis pas resté. Parce que je considérais que je ne voulais pas être vassal d'un État qui, pour moi, ne me satisfaisait pas. Voilà. Alors, je suis un petit peu dur dans ce que j'ai écrit parce que j'ai mis que les gens qui critiquaient l'indépendance, par exemple à La Réunion, ils étaient souvent rendus aveugles et prêts à toutes les concessions pour sauvegarder leur petite situation, leurs petits intérêts, leur petit confort. C'est un petit peu vrai. Bon, j'ai des amis dans la fonction publique et bien placés aussi comme cadre dans les grandes entreprises. C'est vrai que ces gens-là, en général, ne sont pas pour l'indépendance ou ce qu'ils veulent, eux, c'est conserver la place assise qu'ils ont dans la société. Et chacun, bien sûr, veut conserver la petite place qu'il a quand il a une place, parce qu'il y a quand même beaucoup qui n'en ont pas. Il ne faut jamais oublier ça. Et ça m'amène à parler de l'assistanat, parce que quand on parle du problème, par exemple, de l'indépendance ou de la simple autonomie des îles tropicales françaises, et particulièrement des départements d'outre-mer, eh bien, on parle tout de suite d'assistanat. Et Jacques Marseille, l'historien Jacques Marseille, qui était quelqu'un qui avait beaucoup étudié la colonisation, mais pas la colonisation en tant qu'idéologie, mais simplement il en avait fait le compte. Et là-dedans, dans ce livre-là, je consacre au moins une vingtaine de pages sur les conclusions de Jacques Marseille concernant la colonisation française, qui était devenue un boulet. Il ne faut pas oublier, quand on a décolonisé en France dans les années 60, c'est parce qu'on ne pouvait plus gérer les territoires d'outre-mer. On avait trop grand, ça nous coûtait plus cher que ça nous rapportait. Pendant qu'on était en train d'investir énormément d'argent dans des routes, des voies de chemin de fer, etc., et ben en France, on était obligé aussi en même temps de se relever d'un conflit mondial qui nous avait épuisés. Et les ouvriers français, ils étaient malheureusement victimes du colonialisme français, parce que là, beaucoup d'argent partait vers ces colonies. Donc il a fallu s'en séparer, et Jacques Marseille le démontre de façon magistrale. Il est reconnu comme étant celui qui a le mieux analysé la situation économique de la France avec ses anciennes colonies, ses colonies à l'époque. Alors aujourd'hui, lui, il n'y va pas de main morte, Jacques Marseille, et on peut
honorer sa mémoire, hein, puisqu'il est décédé pratiquement la même année. Hein. Donc, en 2009, il dénonce le système d'assistanat sévissant en Guadeloupe. En Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe en 2009? Il y a une révolution. Les gens, il y a eu un mort, hein, et même peut-être plus. On n'en sait pas trop, on n'en sait trop rien. Mais en tout cas, l'île vit des moments douloureux. Hein. On a une population qui revendique des droits à pouvoir vivre mieux, hein, et qui accuse la France en disant, nous, les descendants d'esclaves, hein, on ne veut plus subir la colonisation, on ne veut plus être une colonie. Alors, eh ben, Jacques Marseille, lui, il revient aux chiffres, hein, et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. La valeur des exportations, hein, de la Guadeloupe, la banane essentiellement, puisque c'est sa principale production, ça représente 100 millions d'euros par an. À l'époque, hein, 2009, ça doit être pas beaucoup changé depuis. Hein. La valeur des importations en Guadeloupe, importations qui proviennent de France essentiellement, hein, à plus de 90%, 1,6 milliard d'euros. C'est-à-dire que si la Guadeloupe devenait indépendante aujourd'hui, le lendemain, elle est en cessation de paiement, puisqu'elle a une dette énorme de 1,5 milliard, 1,6 milliard moins 100 millions, ça fait bien 1,5 milliard de dette. Le chiffrage vaut ce qu'il vaut, parce que le jour où il y aurait indépendance en Guadeloupe, il y aurait certainement beaucoup de changements au niveau du calcul, hein, du produit intérieur brut. Il faut savoir quand même que les salaires des fonctionnaires dans les DOM sont majorés de 40 à 50%. Donc ça fait déjà une masse salariale énorme. Hein. On dit que les transferts sociaux sous cette forme-là représentent 40% de la production, enfin du produit intérieur brut. La caricature va s'arrêter là. Car, comme le dit Jacques Marseille, ce ne sont pas les Guadeloupéens qui ont voulu ce système. C'est la France qui l'a institué. Le système colonial français reposait depuis des siècles sur l'exclusivité des échanges avec la métropole. Et c'est ça qui tue l'économie des DOM. C'est-à-dire que, alors qu'on devrait pouvoir commercer librement avec les pays autour et ailleurs, on reste toujours sur le système de comptoir, c'est-à-dire on achète à la France et on vend à la France, et on rachète à la France et on vend à la France. Système qui avait été mis en place par la Compagnie des Indes, hein, puisque la Compagnie des Indes avait l'exclusivité, hein, des territoires qu'elle gérait, donc en l'occurrence ces départements d'outre-mer, que ceux qui sont devenus des départements d'outre-mer. Donc c'est depuis des siècles que c'était comme ça. Et finalement, aujourd'hui, on est toujours dans le même statut, dans le même système économique, c'est-à-dire toujours ce système de comptoir où on achète, hein, et on vend uniquement avec la métropole. Et finalement, on achète ce que la métropole nous impose d'acheter, plus ou moins, hein, et on ne vend que ce que la métropole veut bien nous acheter. Hein. La banane guadeloupéenne, enfin la banane antillaise, s'il n'y avait pas la France pour l'acheter, ben je ne sais pas trop ce qu'on en ferait, ce qu'ils en feraient, hein, les Antillais de leur banane. Hein. Parce que c'est peut-être la meilleure banane du monde, mais des producteurs de bananes, il y en a en quantité, et certainement à bien moins cher dans le reste du monde. La canne à sucre, c'est pareil. Si, du jour au lendemain, on n'avait pas les aides de la France, hein, par l'intermédiaire de la France, de l'Europe, pour la canne à sucre, eh ben, c'est fini pour la canne à sucre. Et là, il va se poser le problème là, dans quelques années, puisqu'en 2017, le protocole sucrier, hein, qui fait qu'on verse des aides substantielles, hein, à la tonne de canne, hein, à la tonne de canne, ça va être remis en cause totalement. Et ça, c'est un gros souci pour les sucriers et surtout pour les planteurs. Parce que les sucriers, eux, ils vont toujours s'en tirer, puisque la transformation, elle est productrice de valeur ajoutée. Le problème, c'est toujours l'agriculture, c'est la canne. Hein, parce que on sait bien que les produits agricoles, en général, à la production, sont généralement sous-évalués. Hein. Ce n'est pas le cas que de la Réunion, c'est vrai aussi en métropole et dans le reste du monde. Hein.
c'est une loi totalement absurde, hein. C'est la loi qu'on appelle loi de l'offre et de la demande, hein, qui fait que plus il y a d'offres et moins il y a de demande, et plus le prix baisse. Eh bien, depuis, c'est sûr, on a multiplié les moyens de production de l'agriculture, mais en même temps, on a divisé les prix par 2, par 3, par 4, par 6, par 10. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que l'agriculture continue encore, les agriculteurs, ceux qui restent, parce qu'il n'en reste pas beaucoup, continuent encore à vivre, hein, eh ben, c'est qu'il y ait une politique agricole commune, c'est-à-dire des subventions européennes qui tombent et qui tombent et qui tombent. C'est un système complètement absurde qu'il faudrait totalement revoir, mais le système est là, il est comme ça. Hein. Bon, alors, Jacques Marseille, parce que j'insiste beaucoup sur ce qu'il raconte, hein, on peut le suivre d'ailleurs sur YouTube, hein, il y a des vidéos qui sont très bien faites, hein, sur Jacques Marseille qui débat sur la Guadeloupe. Hein. Et à propos de la Guadeloupe, hein, il dénonce systématiquement en disant mais la départementalisation qu'on voudrait mettre en avant comme étant le système qui a permis aux Antillais, aux Réunionnais, aux Guyanais et à d'autres, hein, de vivre mieux que tout le système géographique environnant, hein, que tous les pays qui les environnent, est un échec. Lui, il dit que la départementalisation est un échec. Et je suis un peu d'accord avec lui. C'est une réussite sur le plan social, c'est-à-dire qu'on a... c'est pas une réussite, je pourrais dire, c'est un atout sur le plan social, puisque ça permet à des peuples petits, hein, on n'est pas nombreux quand même, hein, les DOM, hein, de vivre au-dessus de leurs moyens, mais sur le plan économique, c'est un échec, la départementalisation, un gros échec, puisque on est arrivé à une situation où on consomme 10 fois, 20 fois, 30 fois notre capacité de production. Donc là on est dans un... sur le plan économique, c'est évident que la départementalisation est un échec. Et cet échec de la départementalisation, non content de l'avoir fait pour les quatre départements d'outre-mer qu'on connaît, c'est-à-dire Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion, là maintenant on vient de l'instituer pour Mayotte. Hein, Sarkozy, l'ex-président français, a décidé de faire un référendum sur la départementalisation, en sachant très bien que les Mahorais auraient répondu oui à 80%, c'est ce qui s'est passé, hein, je ne sais plus si c'est 70 ou 80%, mais enfin, c'était à une grande majorité. Mais c'était d'abord, ils n'avaient pas le droit de le faire. Hein. L'ONU, depuis des années, des dizaines d'années, demande à la France de décoloniser Mayotte, c'est-à-dire de rendre Mayotte aux Comores. Donc on n'avait pas à demander aux Mahorais, encore une fois, ou une nouvelle fois, je ne sais pas comment il faut dire, puisqu'on leur avait déjà demandé au moment de l'indépendance, hein, s'ils voulaient être département ou pas. Parce que là, ça les imbrique complètement dans la France. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revendiquer à tour de bras l'application des lois sociales françaises, mais Mayotte n'a pas les moyens financiers et même structurels de pouvoir appliquer cette égalité sociale. Et puis de toute façon, on est dans l'illégalité, puisque la France n'aurait jamais dû séparer Mayotte des Comores. Ça c'est clair. Ce n'est pas, comment dire, être anti-français de le dire. L'ONU a demandé à maintes reprises à la France de sortir de Mayotte et de rendre Mayotte aux Comoriens. Mayotte, les Comores sont formés de 4 îles. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas les Comores, il y a 4 îles. Hein. Donc il y a la Grande Comore, il y a Angevin, Mayotte et la petite île de Mohéli. Ces 4 îles formaient un État. Or, la législation internationale de la décolonisation obligeait les États, lorsqu'ils décolonisaient, à décoloniser l'ensemble du territoire qu'ils occupaient. Ils n'avaient pas le droit d'en détacher un bout. D'accord? Donc, la France, en détachant Mayotte, commettait une illégalité internationale.
Et c'est ce que lui reproche l'ONU depuis un certain nombre de temps. Maintenant, après m'être exprimé sur le droit à l'indépendance, non, le simple droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pardon, hein, vous voyez bien la différence. Je suis, bien sûr qu'il y a un droit à l'indépendance, mais je n'aime pas trop le terme. Le droit, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est inscrit dans la Constitution. Okay, je veux dire, ces peuples qui composent la nation française. Enfin, parce qu'autrement, vous parlez de ça à Paris, alors eux, ils sont pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais quand ça ne concerne pas la France, hein, quand c'est des peuples qui sont sous la tutelle américaine ou anglaise ou je ne sais pas, turque ou comme Chypre, etc. Alors là, ils veulent bien appliquer leur propre loi, mais quand c'est pour la France, ah non, parce qu'en France, il n'y a qu'un seul peuple. Ah ben c'est ce qu'ils veulent dire, voilà. C'est le peuple français. Et ben moi je suis pas d'accord, hein, je suis désolé. Il y a plusieurs peuples en France hein, qui ont toujours existé, hein, qui existent depuis des millénaires, hein, certains, le peuple breton, le peuple basque, le peuple alsacien, le peuple flamand, le peuple corse bien sûr, hein, et bien d'autres petits peuples hein, qui ont tout ça, ça a formé au fur et à mesure la France. Ils n'ont pas demandé à être français, hein, ces peuples-là. Hein. C'est par la force, bien, la plupart du temps, qu'ils sont devenus français. Hein. Les Bretons ne demandaient pas à être français, pas plus d'ailleurs que les Poitevins non plus, hein, et pas plus que les Basques. Hein. Donc, c'est l'État français hein, de l'époque, sous Louis XI surtout, et puis un peu après aussi, qui a voulu absolument étendre son précaré, comme on dit, hein, et qui a attaqué les armées, et puis qui finissait par gagner. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que les Français sont devenus français, que ces peuples-là sont devenus français. Pour autant, ça ne veut pas dire que les peuples ont été éliminés. Et ça serait même d'ailleurs un procès qu'on pourrait faire à la France, parce que si la France, en ayant colonisé des peuples sur l'Hexagone, a réussi à faire disparaître ces peuples, alors là c'est de l'hégémonie culturelle, c'est interdit, on doit respecter les autres. Donc si la France veut être un pays démocratique et non hégémonique, elle doit reconnaître les peuples qu'elle a envahis et occupés. Hein. Pour autant, ces peuples-là ne demandent pas forcément d'avoir leur droit à l'autodétermination. Hein. Certains, oui, hein, les Corses, les Basques, les Bretons, bon, ils ne savent pas trop. Hein, toujours est-il que ces peuples-là existent. Et la preuve, c'est qu'ils le font sentir à certains moments, hein, dans des moments de difficulté. On a vu par exemple la révolte des bonnets rouges hein, en Bretagne, et on voit quelquefois des bombes qui explosent en Corse. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec la violence. Hein. Le droit à l'autodétermination, le droit des peuples à se diriger, à se reconnaître eux-mêmes, hein, doit s'exprimer dans la non-violence. Hein. La violence n'est pas une solution, et on l'a vu en Bretagne, puisque à chaque fois, ça retourne plutôt le peuple concerné contre les faiseurs d'attentats. Hein. Du temps où il y avait l'ARB, enfin le FLB, le Front de Libération de la Bretagne, beaucoup de Bretons étaient contre ces attentats, et donc pour un peu aurait plutôt pris le parti français, quoi. Hein. Aujourd'hui, où il n'y a plus d'attentats, on sent que les Bretons se sentent libres et expriment librement leur culture et leur choix politique. Hein. Voilà. Alors, maintenant, une fois que j'ai parlé d'indépendance, comment dire, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., comment est-ce que ça va être perçu par les gouvernants de la France actuelle? Hein. Eux qui sont si chatouilleux à propos de la liberté d'expression. Ah oui, ça, la liberté d'expression, en ce moment, on en parle. Hein. Est-ce qu'ils vont accuser celui qui défend, ou même tout simplement parle de l'indépendance, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de faire l'apologie d'un concept anti-français? C'est ça qui m'intéresse. Parce que
faut jamais oublier que derrière l'indépendance, dans ce qu'on connaît historiquement, hein, il y a eu des attentats, il y a eu du terrorisme, des deux côtés. Du côté de ceux qui étaient pour l'indépendance,